Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la CFDT Cadre. Donc vous êtes très nombreux à être connectés aujourd'hui pour un sujet d'actualité puisque nous allons parler du flex office, alors ou bureau flexible. Voilà, nous avons gardé un terme américain anglais pour voilà parce que c'est quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui dans les entreprises. Alors le flex, déjà d'où je parle pour parler du flex office. Donc moi je suis Jérôme Chemin, je suis secrétaire général adjoint de la CFDT Cadre et je suis en charge du numérique et plus particulièrement donc aussi de tout ce qui touche aux conditions de travail et au numérique, au télétravail, droit des connexions, voilà, et tous les sujets un petit peu satellites. Et je suis aussi donc délégué syndical central adjoint chez Accenture, donc anciennement Andersen Consulting, donc, qui est une boîte qui a été un petit peu considérée comme la pionnière du flex office quand ils se sont installés en France. Alors, de quoi déjà parle-t-on quand on parle de flex office ou de bureau flexible? Voilà, c'est l'idée même aujourd'hui qu'un salarié n'a peut-être plus besoin d'avoir une place fixe du lundi au vendredi dans les locaux de l'entreprise, mais va peut-être avoir d'autre part d'avoir d'autres besoins, des salles de réunion, des salles pour passer pour faire des conférences téléphoniques, et puis avoir peut-être une petite place dans l'entreprise pour consulter ses mails, etc. L'idée étant de se dire qu'il y a certaines tâches que l'on peut faire désormais au bureau, mais aussi que l'on peut faire à distance, en télétravail ou sur un autre site. Et ça, je dirais que c'est très important. C'est peut-être la chose qu'il faut dire aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est qu'on ne peut pas parler de flex office si on ne parle pas de télétravail. Donc, c'est le succès du flex office ne fonctionne que parce que il y a dans l'entreprise une politique de télétravail qui permet donc d'avoir moins de salariés dans les bureaux et donc plus de salariés à distance et donc moins de places assises. On aura l'occasion d'y revenir. Peut-être rapidement, un petit historique. Donc, moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu en tant que salarié, mais qui représente véritablement un peu l'histoire du flex office. Donc, moi, quand je suis arrivé en 1998 chez Accenture, Andersen Consulting à l'époque, donc 98, il y avait déjà du flex office. Et c'était principalement pour les consultants, voilà, les populations nomades, donc des gens qui sont plutôt chez le client et qui donc ne passe au bureau, je dirais, que de temps en temps, une fois par semaine, pour soit rencontrer d'autres salariés, soit rencontrer des associés, soit régler un problème informatique ou autre. Donc en fait, ces consultants, alors c'était du flex office que j'ai envie d'un petit peu appeler de luxe, puisque qu'est-ce qu'ils faisaient ces consultants? Quand ils avaient besoin de venir au bureau, ils appelaient notre service de conciergerie, ils réservaient un espace. Et quand ils arrivaient à l'espace qu'ils avaient réservé, on leur avait communiqué le numéro, ils avaient leur petit caisson qui était prêt avec leurs affaires personnelles dedans, leur ligne téléphonique, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables, leur ligne téléphonique donc, qui était assignée à leur poste, et ils avaient plus qu'à s'asseoir et à travailler. Le nombre de places était très restreint, mais on arrivait à peu près à couvrir les besoins. Donc ça a été vraiment la première histoire du flex office, sachant que toutes les autres fonctions de l'entreprise, les fonctions support, étaient, eux, dans des bureaux fixes. Alors, bureau fixe, soit bureau individuel, soit petits bureaux partagés à 5-6, soit, ce qu'on voyait déjà se développer à l'époque, les grands open space. Donc ça, c'est vraiment la première histoire du flex office. Et puis, on va faire un petit saut en avant, en fait, c'est que ce flex office, il pouvait se faire donc pour des populations nomades, mais pas encore pour des populations en télétravail. Parce que les populations en télétravail, au début des années 2000, étaient encore très réduites. Déjà parce que le matériel ne suivait pas forcément, les installations Internet non plus. Donc, le télétravail était vraiment réservé à des gens qui en faisaient la demande et qui étaient autorisés à le faire, mais je dirais de façon un peu luxueuse, puisqu'on est carrément chez certains tiré une ligne ADSL dédiée, voilà, installer un poste fixe. Donc c'était vraiment du télétravail très particulier. Donc à ce moment-là, c'était assez limité. Et puis, on a eu une modernisation des équipements, informatiques, ADSL ont commencé à progresser. Et puis, les premières négociations sur le télétravail sont arrivées dans les entreprises. Alors, parfois à rebours. C'est-à-dire que on est quand même en France, on est encore dans un management qui est quand même très dans le contrôle. Donc le management n'autorisait que très rarement le télétravail. Et puis il y a eu ces réflexions pour les entreprises qui étaient très en pointe sur le flex office de se dire mais finalement est-ce que avec
ce développement du télétravail, on ne pourrait pas étendre le flex office aussi à des populations un peu plus sédentaires, c'est-à-dire populations sédentaires, les ressources humaines, la comptabilité, les services légaux, etc. Donc, il y a eu l'ouverture des premières négociations sur le télétravail. Alors, beaucoup n'ont pas fait de flex office attaché à cette organisation, mais beaucoup ont commencé à réfléchir. Pourquoi, évidemment, réfléchir à cette politique de flex office? On le sait malheureusement, le premier objectif, c'est souvent la réduction des mètres carrés. Ou alors, des fois, pas la réduction des mètres carrés, mais j'ai connu à l'époque, moi, de nombreuses entreprises qui embauchaient énormément et qui ne pouvaient pas avoir de mètres carrés supplémentaires ou qui ne souhaitaient pas prendre de locaux plus grands, donc qui décidaient de mettre en place le télétravail et des bureaux flexibles pour pouvoir garder les locaux actuels tout en continuant d'embaucher. Sachant que dans beaucoup de bureaux à cette époque-là, pour faire passer, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, la pilule plus facilement, c'est qu'on commençait à menacer certains salariés de déménager les sites, donc qui étaient soit des sites dans les grandes villes, grandes métropoles, Lyon, Paris, Bordeaux, etc., d'aller les mettre un peu plus loin, du centre, je dirais, ce qui aurait évidemment compliqué pour certains les déplacements, les transports. Donc, volonté quand même des salariés, des fois, de rester dans les locaux au prix d'un sacrifice un petit peu plus grand, donc sur les mètres carrés disponibles dans l'entreprise. Alors évidemment, ce qui était très intéressant quand on avait ce genre de projet, c'est que les personnes étaient très volontaires pour aller vers du flex tant qu'on déménageait pas les bureaux. Mais évidemment, cet objectif initial était un petit peu oublié par les salariés au fil du temps. Et au bout de 2 ans, on se souvenait plus vraiment de pourquoi on avait accepté ces conditions de travail. L'idée du déménagement était un petit peu lointaine. Donc là, on est arrivé sur un flex qui a commencé à s'étendre à différentes populations. Donc, dans beaucoup d'entreprises, on gardait quand même ce système un petit peu mix, à savoir un développement plus grand du flex office pour les populations nomades et un développement, ce que j'appelle moi le semi-flex pour les populations support, c'est-à-dire qu'on réservait quand même un certain nombre de places, par exemple à la RH, c'était quand même du flex, mais la RH avait un nombre de places garanti. Voilà. Donc on avait, pour 30 personnes en RH, on avait peut-être 25 ou 20 places assises qui étaient garanties. Voilà. Donc c'était évidemment toujours très compliqué puisque on se retrouvait avec des jours où les salariés se retrouvaient à 2 sur les bureaux, ce qu'on appelait les benches, donc des bureaux de 8 places. Et puis il y a des jours où c'était évidemment 12 quand tout le monde décidait de venir le même jour au bureau. Il y avait quand même, en tout cas, une double problématique, à savoir, pour les populations sédentaires, donc un avantage quand même de se retrouver tous ensemble. Un inconvénient, c'était de trouver d'autres places disponibles. Voilà, quand vous arriviez et que toutes les places du service RH étaient prises, c'était quand même très compliqué. À l'inverse, des populations nomades, comme je le disais, par contre, très éparpillées dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous vouliez passer au bureau pour rencontrer un collègue, il était parfois très, très difficile de le retrouver parce que il pouvait être au 2e, comme au 5e, comme au 4e, etc. Donc, c'était vraiment très, très dur de pouvoir se retrouver. À côté de ça, à côté de cette idée de perte de temps, il y a eu évidemment aussi une perte un petit peu de ce sentiment d'appartenance. Alors vous faisiez partie d'une équipe qui était déjà virtuelle la plupart du temps parce que vous étiez nomade, vous ne voyiez pas votre équipe. Mais en plus, quand vous étiez dans les locaux de l'entreprise, des fois vous ne les voyiez pas plus parce que vous n'étiez pas au même étage qu'eux, etc. Donc là, il y a eu une réflexion qui a été menée, voilà, au milieu des années 2000, un certain nombre d'entreprises ont commencé à avoir une réflexion et de se dire, on commence à avoir de plus en plus de gens en flex office, de plus en plus de gens en télétravail. On a quand même cette idée d'appartenance, de ce besoin de partage aussi, du formel et de l'informel avec les salariés. On va réfléchir à une nouvelle organisation du travail. Et là sont arrivés les grands projets, accompagnés par des cabinets, notamment des cabinets d'architectes, etc., d'architectes et d'ailleurs aussi d'ergonomes, parce qu'on essayait aussi de garder quand même un certain confort. Est arrivée l'idée de se dire, on va aujourd'hui lancer une réflexion sur pourquoi les gens viennent au bureau. Voilà. On va plus partir du principe que les gens viennent travailler du lundi au vendredi au bureau, que ce soit pour faire des réunions, que ce soit pour revoir une proposition commerciale, étudier un dossier, rédiger un texte. On va se dire, voilà, si vous venez pour quoi faire. Donc là, on commençait une série d'entretiens, de sondages qui ont été faits, soit des sondages menés par des organismes externes, soit beaucoup d'entreprises ont mené les sondages en interne. Et on s'est rendu compte souvent qu'il y avait 2 sortes de besoins. Pour les nomades, c'était essentiellement quand ils venaient au bureau,
comme je vous le disais tout à l'heure, rencontrer des gens ou régler un problème informatique, téléphone, de ce type. Et à l'inverse, pour les populations support, c'était l'idée de garder quand même une certaine convivialité, d'avoir un peu plus peut-être de place, de pouvoir aussi eux aussi avoir des salles de réunion, voilà, parce qu'il y a notamment le service RH nous disait avec le développement des open space, c'est de plus en plus dur, par exemple, d'avoir un moment de convivialité, enfin de confidentialité avec les salariés. Donc, besoin d'avoir des salles de réunion, des salles téléphoniques, de créer ce qu'on appelait des bulles d'isolement. Voilà, ça c'était les grands cabinets qui fournissaient du mobilier d'entreprise. On se retrouvait avec des bulles de confidentialité au milieu du bureau, des petites cabines où il y avait juste une petite table pour s'asseoir un siège et on était un peu capitonné dans quelque chose d'un peu bleu, un peu orange, voilà, des trucs un peu fun. Voilà, cette idée en tout cas de bien réfléchir aux utilisations du bureau. Donc, par exemple, dans beaucoup d'entreprises, puisqu'on se disait que c'était les moments de convivialité et d'échange et de réunion, on s'est mis à réduire les espaces de bureau encore et à développer beaucoup plus les espaces de type cafétéria, les salles de réunion, la mise en place aussi de ce qu'on appelle en anglais les phone booths, donc les cabines téléphoniques. Voilà, donc c'est des petites cabines très inconfortables avec juste une petite table où vous pouvez poser votre ordinateur et passer une conférence téléphonique de 1 heure ou 2 maximum. L'idée n'étant pas de rester dans ces cabines toute la journée. L'idée aussi de se dire, voilà, une notion de service. Si mon consultant vient au bureau, c'est pour rencontrer des gens, donc je le mets dans la cafétéria. Il a besoin de régler un problème informatique, donc je vais mettre le service informatique dans la cafétéria, je vais mettre la conciergerie dans la cafétéria, et je vais mettre aussi le service téléphonique dans la cafétéria. Comme ça, quand il vient, il aura tous ces services autour de la cafétéria pour travailler. Donc ça a été des réflexions qui ont été menées, avec toujours cette problématique qui était, voilà, où est mon équipe? Dans du flex très impersonnel, très dilué, flex à mort, ça veut dire en gros vous pouvez vous asseoir au 2e, au 4e, au 5e, où vous voulez, voilà, mais toujours ce problème d'identité, de retrouver ses équipes. Alors nous à l'époque, je me souviens, on les appelait les escargots, les consultants, puisqu'ils se déplaçaient tout le temps avec leur sac à dos, avec leur ordinateur dedans, et on les voyait passer leur temps à chercher quelqu'un ou chercher une salle de réunion. Donc c'était un petit peu difficile. Et puis il y a eu une nouvelle vague de développement qui est assez récente et qui est en train un petit peu de se développer, donc dont beaucoup d'entreprises, peut-être la vôtre, vont directement connaître sans avoir eu les étapes précédentes. On revient à quelque chose de beaucoup plus personnel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises se rendent compte qu'elles sont allées un petit peu trop loin dans l'impersonnel. Donc, on va faire maintenant ce qu'on appelle de plus en plus la création de quartiers. Voilà, vous allez avoir tel service qui va avoir tel quartier. Vous pourrez toujours les trouver au 3e étage. Tel service, vous pourrez les trouver au 5e, etc. Et pour aller plus loin dans la personnalisation, on va même des fois laisser au service la totale liberté pour aménager, peindre les murs comme il le veut, mais vraiment créer son quartier, voilà, créer son identité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je suis salarié de cette entité, je sais où se trouve mon équipe. Elle se trouve au 3e étage, aile gauche. Je peux aller la voir, je sais qu'ils sont là, etc. Même moi, si je n'ai pas de place, c'est-à-dire même moi, si je m'assois ailleurs parce qu'il n'y a plus de place, je sais par contre que mon équipe est là et que je peux aller la rencontrer. On a aussi fait des études, voilà, on a eu le temps de faire un petit peu une étude dans beaucoup de boîtes de ce qui marchait et de ce qui ne marchait pas. Vous avez des entreprises où les cabines téléphoniques fonctionnent très bien, le mobilier est adapté, vous en avez d'autres par contre où ça ne marche pas. Ça, ce sont les boîtes où le flex est allé un peu trop loin, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus assez de place assise, donc les gens s'assoient n'importe où ils peuvent travailler. Donc en fait, on s'est rendu compte que ces petites bulles de convivialité qui étaient là pour faire des rendez-vous informels ou ces cabines téléphoniques, finalement étaient squattées toute la journée par des gens qui voulaient travailler et qui n'avaient pas de place. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont revenues en arrière dans ces ameublements et qui ont finalement créé plus de salles de réunion, plus de bureaux, mais en tout cas qui sont revenus en arrière. Et ça, c'est intéressant dans un projet de flex office parce que vous avez c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages d'entreprises, de salariés qui nous disent ce qui a été très, très rigolo, c'est que pendant des années, on n'a pas eu de travaux et désormais, on a l'impression d'avoir tous les 5 ans des travaux avec des réaménagements, des choses qui changent, des locaux qui se modifient parce qu'on a l'impression que la boîte s'adapte très, très vite. Et là, en ce moment,
eh bien, on est un petit peu dans cette configuration avec beaucoup de projets de flex office qui se mettent en place. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser un webinaire. Nous, le flex office à CFDT Cadre, hein, ça fait des années qu'on travaille sur le sujet. On a édité beaucoup d'articles dans notre revue, on a édité une plaquette sur la question, on fait aussi beaucoup d'interventions. On accompagne des entreprises sur voilà, des sections d'entreprises sur le flex office parce que c'est en ce moment le sujet, le grand sujet de discussion avec le télétravail. Et c'est d'ailleurs, comme je le disais en introduction, c'est important de mêler ces deux sujets. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va aller vers un travail de plus en plus hybride, avec à la fois du travail à distance, pas forcément d'ailleurs que du télétravail, hein, ça peut être du télétravail aussi dans un tiers-lieu, enfin du travail, et du travail dans les locaux de l'entreprise. Et ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est que on a souvent des équipes syndicales qui nous disent « mais nous, on a l'impression qu'on n'a pas la main sur les projets de flex office, qui nous sont livrés à la fin et en gros qu'on n'a pas notre mot à dire ». C'est malheureusement des fois vrai. Mais toujours se rappeler que notre levier d'action sur un projet de flex office, c'est aussi notre accord sur le télétravail. Comme je le disais en introduction, si vous avez un mauvais accord de télétravail, les gens ne voudront pas faire de flex et le sujet tombera complètement à l'eau. Donc aujourd'hui, on est dans des négociations très très fortes puisque les entreprises, j'ai envie d'utiliser le terme très fort, profitent de la crise sanitaire, que les salariés ne soient pas encore totalement revenus dans les bureaux pour faire de grands travaux donc d'aménagement, signer des accords télétravail avec 2, 3, voire 4 jours de télétravail et en fait, mettre un peu les salariés devant le fait accompli quand ils vont rentrer en septembre, octobre dans les bureaux de l'entreprise. Ce qui n'est pas un très très bon calcul. Et on va voir pourquoi. Alors pour beaucoup d'entreprises, hein, ces projets étaient déjà dans les cartons. C'est comme les projets de télétravail. Il y avait certaines entreprises qui avaient des projets dans les cartons. Nous allons dire que la crise sanitaire a accéléré de façon très importante la mise en place de ces projets. Sur le flex office, demeure une problématique très forte actuellement dans les discussions que nous avons, c'est que beaucoup de salariés craignent, et c'est ce que nous craignons aussi à la CFDT Cadre, c'est qu'il y a la problématique de ce que j'appelle l'œuf et la poule. C'est-à-dire, est-ce que les gens, parce qu'il y a, le flex office va être permis parce qu'il y a plus de télétravail, ou est-ce que les gens ne vont pas être plus en télétravail parce qu'ils vont être dégoûtés de ne plus avoir de place au bureau, ils vont donc préférer rester chez eux, ce que j'appelle le télétravail faute de mieux, finalement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant dans les mois qui viennent, parce que le bureau flexible, ce n'est pas que ne plus avoir une place pour travailler dans l'entreprise. Et ça, c'est très important. Le bureau, sa place de bureau, la place où on est assise, fait partie de notre identité professionnelle. C'est-à-dire que quand vous parlez de votre travail à votre famille, à vos amis, inconsciemment, vous vous projetez comme moi au travail. Moi au travail, à mon bureau, en train de taper, en train d'écrire, en train de discuter. Donc ce bureau fait partie de vous. Et la problématique, c'est que quand on vous supprime ce bureau, vous perdez quelque part une part de votre identité professionnelle. La deuxième chose, évidemment, c'est ce fameux sentiment d'appartenance. Voilà. Comment se sentir accueilli, je dirais, quand on arrive le matin, qu'il n'y a plus de place assise, il n'y a plus de bureau, on a tout juste envie de retourner chez soi et de faire du télétravail parce qu'on est dégoûté de ne pas avoir trouvé de place. Donc là, les entreprises font face aujourd'hui quand même à un certain nombre de challenges qu'on évoquera très certainement peut-être au cours des échanges. Mais en tout cas, il y a un vrai risque pour les entreprises aujourd'hui. Elles vont certes probablement faire des gains à court terme, gains de mètres carrés. Je pense que les gains à long terme vont être beaucoup plus difficiles à prouver et on risque même d'aller sur des pertes. Voilà. Sur le recrutement, sur le développement de tout ce collectif de travail qui crée, notamment sur des populations amenées à créer des choses, à sortir des idées. Voilà, le fait de ne plus être tous ensemble quelque part, ça va être quand même très problématique. Donc je pense que l'avenir, en tout cas, nous le dira, mais je ne serais pas surpris que dans beaucoup de projets qu'on voit se déployer actuellement, il y ait une espèce de retour arrière dans les années qui viennent. Il ne sera jamais total. Le retour ne sera jamais total, mais en tout cas un retour partiel. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on a un projet de flex office qui arrive dans l'entreprise? Alors, c'est vrai que nos équipes CFDT nous disent sur le terrain, voilà,
on a un projet qui arrive, il est déjà ficelé à 95%, en gros, on n'a rien à dire. Alors, d'où ça vient? Parce que voilà, moi j'avais interrogé des gens côté direction d'entreprise pour dire mais pourquoi ça se passe comme ça, etc. Ils me disent ah ben oui, mais vous comprenez, le problème c'est qu'à chaque fois qu'on met les syndicats dans la boucle, on leur présente le projet, ça râle et on n'avance plus, etc. Donc là, on préfère leur proposer à la fin, voilà. Et puis voilà, quand on leur propose à la fin, ils râlent, donc on avait raison de ne pas leur proposer avant. Donc je leur dis, là, vous êtes en train quand même d'être dans un processus où le serpent se mord la queue. C'est que, évidemment, si vous les mettez à la fin dans la boucle, c'est évident qu'ils vont râler. Et c'est dommage, parce que on va le voir maintenant il y a quelques principes qui peuvent être opérés, en tout cas pour la mise en place du Flex Office. Il y a quelques principes qui peuvent fonctionner, en effet. La CFDTK n'est pas opposée foncièrement au Flex Office. On n'est pas opposé, voilà, non parce que c'est non. Non, on est en tout cas pour un Flex Office qui met en priorité l'humain au centre de l'activité. Parce que c'est d'abord de ça dont on parle. On parle de quelqu'un qui va venir au travail pour l'entreprise. La personne, quand elle vient au bureau, elle ne fait pas un cadeau à la boîte. Elle n'est pas... elle vient travailler, elle a un contrat, elle vient de subordination, donc elle vient exercer son travail et le minimum qu'on puisse lui garantir, c'est d'avoir de bonnes conditions de travail. Parce que le bureau, on l'a vu pendant cette période de télétravail exceptionnel, le bureau est le lieu de l'égalité, plus ou moins. Voilà. Vous êtes plus ou moins quand vous venez au bureau, vous avez plus ou moins tous les mêmes conditions de travail. Il y aura toujours des exceptions, je suis sûr que vous m'en donnerez, mais on a à peu près tous le même bureau, la même chaise, elles ont été achetées en masse, le même ordinateur, on a des conditions équivalentes. Voilà. À partir du moment où il y a du Flex Office, on n'a plus de conditions équivalentes. On n'est pas sûr de trouver une place, on n'est pas sûr d'être à 5 sur un bureau ou à 12, on crée de l'inégalité. Inégalité qu'on retrouve déjà dans le télétravail. C'est-à-dire que quand vous êtes en télétravail, vous n'êtes pas à égalité. Quelqu'un qui fait du télétravail dans 9 mètres carrés, quelqu'un qui fait du télétravail dans sa résidence secondaire avec une pièce dédiée, c'est pas la même chose. Donc, on est en train aujourd'hui de retirer l'égalité qui était le socle, je dirais, le socle commun à tous les salariés d'une entreprise. On est en train de la supprimer également sur le travail, sur le travail sur site. Et ça, c'est véritablement problématique. Donc, comment mettre un projet de flex, un peu les indications qu'on donne aux entreprises et qu'on donne à nos négociateurs aussi CFDT. Et ce que je vais vous dire là est quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir des résultats dans des entreprises. Je dirais le premier principe, c'est de faire une analyse très, très précise des besoins des gens. Voilà. De quoi avez-vous besoin? Il faut aller auditionner, questionner les gens. Pas prendre les gens en masse. Pas prendre les 3000 salariés d'une entreprise. Non, allez voir ce service, allez voir cet autre service, parce que les besoins sont différents. La deuxième chose, quand on étudie ce premier principe de voir l'analyse très fine du besoin des gens, c'est de faire très attention à quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu sur le fameux taux d'occupation des bureaux. Regardez, nos bureaux sont vides, nous sommes à 62% en moyenne de taux d'occupation de nos bureaux. De quoi parle-t-on quand on parle de 62%? Est-ce qu'on inclut dedans les salles de réunion? Est-ce que ce ne sont que les bureaux? Est-ce que 62%, faut pas oublier, c'est une moyenne. C'est-à-dire que le lundi et mardi, on est peut-être à 70%. Peut-être que le mercredi, on est à 56%. Qu'est-ce qu'on choisit comme chiffre? Si on prend 62% qui est la moyenne, on accepte que le lundi et le mardi, 8% de la population va être en souffrance parce qu'elle n'aura pas de bureau. Voilà. Est-ce qu'on n'a plutôt pas intérêt à prendre 70% en se disant que le mercredi, jeudi, vendredi, on sera un peu plus large, on aura un peu plus de place. Voilà. Donc ça, c'est une question déjà qu'il faut se poser et surtout demander très clairement aux salariés, voilà, mais quand vous venez au bureau, qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous venez faire? Voilà. Est-ce que c'est vraiment... Et vous avez des gens qui vont vous dire, mais même, je viens quand même au bureau pour me concentrer. Alors, on me dit que je pourrais le faire chez moi, mais chez moi, c'est pas possible. Je suis en garde partagée et une semaine sur deux, c'est chez moi que ça se passe. J'ai un conjoint qui est en activité libérale, qui travaille déjà à la maison, etc. Donc, il faut véritablement poser des questions, mais très précises aux gens. Et c'est vraiment cette analyse très précise qui prend du temps, qui fait peut-être un peu perdre de temps aux directions, comme elles le disent des fois, mais qui leur fait gagner du temps sur la suite. Donc ça, c'est important. Le deuxième principe, c'est de bien préciser l'objectif recherché. Alors là, ne nous mettons pas de voile sur les yeux. L'objectif affiché par les directions ne sera jamais la réduction des mètres carrés.
Je dis bien l'objectif affiché. Voilà. C'est parce que c'est voilà, on propose un environnement de travail plus fun avec des tables de ping-pong, des baby-foot. Voilà, donc ça marche. Voilà, et on se dit que ça va être convivial, ça va faire jeune, on va pouvoir recruter. J'attire votre attention, je fais une parenthèse, je vous invite à aller voir les derniers chiffres de toutes les enquêtes. Là, c'est pas scientifique, mais c'est en tout cas un faisceau d'indices quand plein d'enquêtes donnent le même résultat. Ces jeunes que l'on dit attirés par le télétravail, heureux de travailler chez eux, etc., sont ceux qui plébiscitent le moins aujourd'hui le télétravail. Donc, il va quand même falloir, si on veut les recruter, avoir des bureaux décents. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais ce principe de bien fixer l'objectif. Clairement, une entreprise, et là, c'est fondé, je peux vous le dire, une entreprise qui ne le ferait que dans un objectif de réduction de mètres carrés se plante à un moment ou à un autre. Elle met du temps. Voilà. Souvent, la personne qui a pris la décision, quand le plantage a lieu, elle est déjà plus dans la boîte. Voilà, ça, c'est la gestion court-termiste des entreprises. Mais en tout cas, la gestion unique, la recherche unique des coûts, ce n'est pas un objectif. L'objectif derrière, c'est de revoir l'organisation du travail. C'est ça qui est important. Quand je vous disais tout à l'heure d'analyser les besoins des gens, c'est de revoir l'objectif. Voilà. Se dire, quelle est aujourd'hui, au vu de mes objectifs, de mon organisation du travail, quelle est la meilleure organisation du travail que je peux avoir entre ce travail à distance, ce travail en présentiel, ce travail dans des bureaux fermés, ce travail en flex office, en open space. Donc, voir exactement aujourd'hui ce qui correspond à une identité. Arrêtez de faire du flex office parce que le voisin en fait que ça fait génial, on se croirait chez Google. Non, non. Il y a des solutions qui marchent dans une boîte, d'autres qui ne marchent pas dans une boîte. Voilà. Le troisième principe, donc, c'est de mener une étude en relation avec tous les acteurs. Tous les acteurs. Donc, je le disais tout à l'heure, même les représentants du personnel, hein, ces vieux râleurs, etc., c'est important de les intégrer. Je vais vous donner deux exemples que j'ai vus dans deux entreprises. L'entreprise dont je vous parlais, donc, il y a une entreprise qui a fait ce fameux projet donc, de mettre en place une cafétéria avec tous les services autour, le service informatique, la conciergerie et le service téléphone. Seulement, quand ils ont construit cet espace, ils ont d'abord pensé à l'utilisateur, le consultant, donc ils ont fait un grand espace sans baies vitrées, c'était exceptionnel, c'était à perte de vue, c'était très beau, ils se sentaient accueillis quand il arrivait. Sauf qu'évidemment, les concepteurs du projet n'ont pas pensé aux gens qui travaillaient dans ces espaces. Je veux parler des gens qui travaillaient à l'informatique, à la conciergerie, au service téléphone. Et ces gens-là, nous, clairement, il y a des élus qui nous ont dit, nous, ils sont venus nous voir tout de suite, au bout d'une semaine, parce qu'ils avaient des migraines infernales, c'était un brouhaha permanent. Et résultat des courses, on est allé en CHSCT, on a monté le projet et la direction a été obligée de mettre des parois en verre dans les locaux pour atténuer le bruit. Voilà. Et c'est dommage parce que ces travaux, la direction de cette boîte l'a avoué après aux élus, ils auraient fait les plans en amont, ça aurait été beaucoup moins cher que de refaire revenir un architecte, de recommander des baies vitrées, de les faire installer derrière. Donc on a toujours intérêt à penser donc toujours des deux côtés de la sphère, c'est-à-dire ceux qui vont occuper ces lieux de façon continue et les gens de passage. Un autre exemple, dans une autre entreprise, c'était le service RH. On avait décidé de mettre tous les services RH en open space, mais au milieu de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des commerciaux qui étaient là, il y avait le service informatique, et les RH ont dit à un moment, mais nous, on n'a plus d'endroit pour faire passer des entretiens ultra confidentiels avec les salariés. Résultat des courses, les élus sont montés au credo là aussi, et on a vu dans cette entreprise des locaux, voilà, des bureaux fermés qui ont été recréés alors qu'ils avaient été démolis 6 mois avant. Donc, on a toujours intérêt, on perd un peu de temps au départ, parce qu'on sait que concilier les demandes de tout le monde, c'est très compliqué, mais on en gagne à l'arrivée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre aux entreprises. Le quatrième principe, c'est un principe qui m'est cher, qui est très dur à mettre en place, mais pas toujours, c'est l'expérimentation. Il faut expérimenter le flex office. Alors l'idéal, c'est d'expérimenter sur un service. Si votre entreprise comporte plusieurs établissements, un établissement, ça nécessite évidemment d'avoir une réflexion sur le flex office, je l'appelle une réflexion à froid. C'est-à-dire que si vous mettez en place, entreprise, le flex office au moment d'un déménagement, là, l'expérimentation, vous n'avez pas le temps de le faire. Tous vos salariés, vous les passez en un seul coup, tous en flex office. Et là, évidemment, c'est là que les problèmes commencent. Donc, quand on a la possibilité de faire un projet à froid, et c'est un peu ce qui nous manque actuellement, le travail à froid, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Donc, vous avez aujourd'hui des entreprises, des grands groupes,
qui sont en train de réfléchir et qui font de véritables expérimentations. Quand je dis véritables expérimentations, c'est-à-dire qu'on accepte aussi le retour arrière sur certaines décisions qu'on a prises. Voilà. On est allé sur un ratio place par rapport au nombre de personnes un peu trop important. On va réduire, voilà. Peut-être qu'on avait prévu une place pour 3, on va peut-être revenir à une place pour 2. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais ça, il faut se donner les moyens de le faire. Donc ça, l'expérimentation, c'est quelque chose de très important et prendre le temps d'analyser avec les acteurs qu'on avait contactés en amont les résultats, de prendre le temps. Et ça, je peux vous dire que pour avoir vu 2 entreprises, et on en a en ce moment qui font les démarches opposées, une qui fait l'expérimentation, l'autre qui ne le fait pas, on sait déjà de quel côté va être le gagnant, malheureusement. Je dis bien malheureusement pour l'entreprise qui est allée un petit peu au forceps. Voilà. Et le 5e principe, alors qui est un principe, vous allez me traiter de bisounours, mais c'est pas grave, c'est le principe de la réversibilité. C'est-à-dire accepter qu'on s'est trompé, voilà, et on revient en arrière. On sait, le retour arrière sur un projet de FlexOffice n'est jamais total. Il y en a quelques-uns, mais on ne va pas s'arrêter dessus, ils sont minoritaires. En tout cas, une réversibilité partielle. Voilà. Repossibilité, ce que je vous disais tout à l'heure dans ce qu'on a vu dans beaucoup d'entreprises, recréer des bureaux fermés quand c'est nécessaire, supprimer du mobilier. Et là se pose une nouvelle question, c'est que les personnes qui créent le mobilier de bureau ou les aménagements de bureau l'ont bien compris. Et la problématique que l'on a aujourd'hui, donc, c'est que on se retrouve dans des espaces de plus en plus modulables, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de bouger 2-3 cloisons assez rapidement pour recréer des espaces. À l'inverse, et là moi j'en ai fait l'expérience, on aménage tellement aujourd'hui des salles de réunion qu'on crée des parois très amovibles mais aussi très minces. En gros, quand vous êtes dans 2 salles de réunion différentes, vous entendez tout à fait ce qui se passe dans l'autre. Donc il y a un gros travail à faire sur l'isolation, mais ça c'est un autre chapitre, peut-être l'objet d'un autre webinaire dans 5 ans sur le flex office et les bureaux. Donc voilà, donc ces 5 principes sont évidemment importants. Tout ça pose un problème, c'est que qui dit principe, dit discussion, dit négociation. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, autant on négocie le télétravail dans des entreprises, quand il n'y a pas de charte, on peut négocier le télétravail, autant les négociations sur le flex sont très, très rares. Voilà. Pourquoi? Parce que ça touche à l'organisation du travail, les espaces de travail, et là, les directions nous disent très clairement, c'est chasse gardée, ça, on n'est pas en cogestion, monsieur et madame les élus, donc c'est à nous de nous occuper de ça. Alors, il y a quand même un article, hein, le L2312-8 dans le Code du travail, hein, qui dit qu'en tout cas, le CSE doit être consulté pour tout aménagement important, modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Voilà. Donc aujourd'hui, le CSE, donc anciennement comité entreprise, donc doit être consulté sur ces projets. Voilà. Donc, souvent appel à un expert, mais voilà, il y a possibilité aussi de faire du travail en amont. Donc, on essaye, nous, d'inciter certaines directions à aller vers plus de réflexion. Accélération aussi. Je le disais tout à l'heure, les boîtes qui rentrent dans un modèle de flex voient une accélération des projets. Voilà. Là où j'étais habitué de voir des travaux tous les 10 ans, c'est maintenant tous les 3 ans. Une note d'espoir quand même dans ces boîtes qui sont bien avancées sur le flex office, c'est qu'on se rend compte que le principe numéro 1 dont je parlais, l'analyse des besoins, se fait de plus en plus. Voilà, il y a des boîtes qui se sont quand même mordu les doigts en allant un petit peu trop loin dans des projets de flex office. Voilà, parce que voilà, il faut quand même maintenir du collectif. Il y a quand même une idée du collectif. On questionne beaucoup aujourd'hui la productivité. Voilà, on parle beaucoup du télétravail. Est-ce que le télétravail est productif ou pas? Voilà, ce qui est très intéressant. On s'est jamais demandé si les salariés étaient productifs dans l'entreprise, mais tout d'un coup, on se demande s'ils sont productifs à distance. Voilà, ça montre bien un peu l'image que l'on a dans le télétravail à distance. Réfléchir aussi, voilà, à cette identité. Si vous êtes rarement dans les bureaux de l'entreprise et le peu de temps que vous y êtes, vous ne vous retrouvez pas dans cette entreprise, le sentiment d'appartenance, la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui va disparaître. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir évidemment, sur lequel il va falloir être très vigilant dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Voilà. Donc encore plein de choses à dire, mais je vois que le temps tourne et je voudrais vraiment laisser une place aux questions puisqu'il nous reste 27 minutes si on veut tenir l'horaire. J'ai avec moi Alexandre, voilà, Alexandre qui va m'aider, qui va me poser, poser quelques questions qui sont dans le chat parce que j'ai pas pu suivre évidemment toutes vos questions. Est-ce que tu m'entends, Jérôme? Je t'entends très bien, Alexandre. Ouais, il y a eu beaucoup de réflexions sur le chat, des questions évidemment. Vous pouvez toujours continuer à les poser. Je vais les prendre chronologiquement en essayant d'être le plus synthétique mais aussi exhaustif possible.
La première question, c'est une question sur des données liées au FlexOffice. Est-ce que tu peux donner le pourcentage de télétravail pour le flex par rapport au FlexOffice Non, ou j'ai c'est pas compliqué? de. Ouais, j'ai pas de. C'est pas encore une donnée qui est suivie. C'est pas une donnée qui est suivie. De même qu'on retrouve un peu la même problématique qu'on a avec le télétravail, c'est-à-dire il y a aussi du flex gris, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes qui font du flex mais qui ne l'indiquent pas officiellement. Donc c'est encore très très compliqué à suivre. Euh, j'ai un chiffre à donner moi sur le flex. En tout cas, si vous mettez le flex en gros dans votre entreprise, il faut toujours lier le flex au nombre de jours de télétravail. Voilà. Si vous êtes à 2 jours en moyenne de télétravail par semaine dans votre entreprise, en gros, du flex office, c'est une place pour 2 personnes. Si vous êtes à 3 jours, c'est une place pour 3, 4 jours, c'est une place pour 4. Malheureusement, c'est pas les ratios qui sont vus. En tout cas, il y a un chiffre qui doit nous indiquer quand même la portée que risque d'avoir le flex dans le futur, c'est qu'on estime à peu près aujourd'hui à 35% des salariés de bureau, hein, plutôt dans les bureaux, 35% ou voire 50% des salariés en bureau aujourd'hui qui pourraient faire du télétravail. Donc, ça laisse quand même des marges de manœuvre assez importantes sur le flex office, le développement du flex office. Voilà. Après, avec une différence, Alexandre, je me permets juste cette remarque, un chiffre qui doit nous faire réfléchir sur l'avancée du flex entre les grandes entreprises et les TPE, PME. Si vous aviez vu un des sondages qui avait été fait, à l'issue de la crise sanitaire, 80% des patrons de grandes entreprises veulent maintenir le télétravail, 80% des PDG de PME, TPE veulent arrêter le télétravail. Donc, on se rend bien compte que c'est plutôt dans les grands groupes, dans les grandes entreprises qu'on va avoir du flex. Donc, la problématique qu'on va avoir, c'est que ça va faire un ramdam important. On va entendre du bruit sur cette question-là. Ça ne représentera pas tous les salariés en TPE, PME qui n'ont pas évidemment le même écho que les grandes entreprises. Je poursuis donc plusieurs réflexions et une seule question. A-t-on une vision sur l'impact sur les salariés, la qualité du travail, la santé? Tu en as sûrement parlé en partie. Oui. Pour Hervé, lui ne voit pas l'intérêt pour les salariés il voit en le flex office une réduction des coûts pour l'entreprise. Oui. Pourquoi l'accepter? Voilà. Parce qu'ensuite, voilà, on a beaucoup de salariés. En fait, il y a des questions aussi sur le télétravail. Ils disent que beaucoup de salariés ne veulent pas revenir sur le site ensuite. Oui, alors je vais répondre globalement parce que c'est une question globale, mais en tout cas, Hervé, bonne question en effet. Pourquoi on accepterait aujourd'hui que les salariés soient en flex office? Enfin, on se dit là, les syndicalistes FDT ne vont pas bien du tout. Attention, c'est qu'il y a aussi eu beaucoup de remontées dans beaucoup d'entreprises de salariés qui disent aujourd'hui notre métier est appelé à se développer, par exemple sur toute la France. On avait une entreprise comme ça où les managers nous disaient moi j'ai de plus en plus d'interlocuteurs dans d'autres villes, voire dans d'autres pays. Maintenant, je fais beaucoup de visioconférences avec eux et on a un manque criant de salles de réunion. Voilà. Et là, cette équipe-là, ils avaient fait une étude très forte et il se trouvait que les gens étaient prêts à baisser un petit peu le nombre de places assises de bureaux parce qu'ils voulaient plus de salles de réunion. Et clairement, là, l'entreprise ne pouvait pas pousser les murs ou prendre plus de place, etc. Il y avait toujours la possibilité d'aller louer des salles de réunion à l'extérieur, mais ça coûte très cher, puis c'est pas à côté, puis c'était pas simple. Donc là, on est des fois dans des projets où, en effet, les gens disent, nous, on a besoin d'avoir un raménagement des locaux qui correspondent plus à nos besoins. Mais sinon, si c'est le flex, en gros, pour dire, et là, moi, je rejoins Hervé, si c'est du flex pour dire, avant, chaque salarié avait une place, maintenant, on a une place pour 3 salariés, et qu'on s'arrête là, ça ne sert à rien. Il ne faut pas y aller. C'est pas du tout là qu'il faut aller. C'est pas le projet. Maintenant, le projet, il est bien dans le réaménagement des locaux pour les rendre fonctionnels et utiles aux salariés. Et ça, c'est ce qui doit être porté dans un projet de flex, et c'est le meilleur moyen aujourd'hui de non pas le contrer, mais d'apporter en tout cas une vision à l'entreprise un petit peu différente. Vous savez, un projet de flex, si vous arrivez, vous êtes organisation syndicale, vous dites on est contre, ça fait le jeu de la direction. La direction n'attend que ça. C'est beaucoup plus facile de mener un projet de flex office quand vous avez des gens contre en face qui refusent d'apporter toute proposition. Vous dites, de toute façon, ils étaient contre, donc on y va, on fait tout seul. Par contre, quand vous êtes une organisation qui vient discuter, et on l'a fait notamment dans un grand groupe que je ne peux malheureusement pas citer, mais dernièrement, on a fait une lettre au PDG où on est venu avec 2 pages de propositions. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour dire non derrière, parce que c'était des choses très précises, très constructives. Donc, il faut vraiment, Hervé, l'humain au centre. C'est-à-dire que si c'est un projet juste de réduction de mètres carrés, il ne faut même pas y aller.
Il ne faut même pas y aller. Et généralement, en plus, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui font un peu machine arrière. Il y a beaucoup de boîtes aussi qui attendent actuellement, qui attendent de voir comment ça va se passer, qui ne sont pas du tout sûrs, qui même certaines qui ont des ratios très importants. J'étais avec une boîte l'autre fois où eux n'étaient plus un ratio de 100% de place, mais de 110. C'est-à-dire qu'ils prévoyaient beaucoup plus de place dans le nouveau projet, beaucoup plus de place que ce qu'ils avaient actuellement, parce qu'ils avaient le projet d'embaucher. Ils se disent, les gens qu'on embauche, il faut quand même bien les accueillir. Donc, il y a des projets, c'est du flex office, mais il y a plus de place que de personnes. Donc ça peut marcher. Parce que bon, c'est vrai que là, on est un peu pessimiste, hein, on parle de flex depuis le début, depuis 17 heures, et c'est souvent ce qui nous intéresse parce que c'est souvent le cas dans la plupart des projets. On parle de flex office égale réduction de postes. Pas toujours. Il y a des boîtes qui restent à un effectif, un nombre de places constant, mais qui proposent du flex parce que c'est plus facile à adapter, c'est plus facile à mettre en place. Vous avez des boîtes qui aiment bien se rassembler ensemble au mois d'août quand il y a moins de salariés, ils se retrouvent tous au même étage plutôt que peut-être 2 au 5e, 2 au 3e, 2 au 4e. Voilà. Donc il y a des projets, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet d'organisation du travail comme le télétravail. Sur le télétravail, c'est la même chose. Sur le télétravail, voilà, je répète ce que j'ai dit, je préfère le marteler. On ne peut pas aujourd'hui mener un projet de flex office de qualité sans avoir mené un projet de télétravail. Et qui dit mener un projet de télétravail, dit mener un projet sur l'organisation du travail, sur le management. Voilà. Aujourd'hui, les accords cloisonnés tels qu'on les négocie dans les entreprises sont en train de voler en éclats. Il faut, malheureusement, c'est un peu dur, un peu difficile, mais il faut tout négocier. Voilà. Tout est lié aujourd'hui. Tous les sujets sont liés. Pour rebondir sur une de tes dernières affirmations, comment expliques-tu la différence entre TPE, PME et les grandes entreprises quant au souhait de conserver le télétravail? Ça ne concerne pas directement le flex office, mais peut-être que tu peux... Alors, c'était très intéressant. C'est il y a une réticence déjà, il y a une peur là je parle d'expérience de ce qu'on avait entendu de la part de certains patrons, la peur de certains de voir l'équipe se disloquer. Voilà, quand on est une entreprise de 3000, on arrive toujours à maintenir une certaine cohésion par petits groupes, etc. Là, c'est tout un collectif d'un coup qui explose. Voilà, dans une TPE, je sais pas, des boîtes de 20 personnes, si tout le monde se retrouve en télétravail, ça devient très compliqué. Vous avez qu'un seul manager qui est souvent déjà le PDG de la boîte, etc. Donc, ils se retrouvent en fait à manager à distance. On a tous dit, ils ont été très éprouvés par le management à distance, les managers de proximité, et encore plus dans les petites structures. Donc, ils projettent aujourd'hui pour beaucoup une expérience du télétravail qu'ils ne connaissaient pas avant la crise, et ils projettent dans le futur l'expérience du télétravail qu'ils ont eue pendant la crise et qui était négative. Donc, ils ont beaucoup de mal. Voilà. Vous êtes en fait, on est en train d'interviewer des gens qui ont entendu du marteau-piqueur pendant 12 heures et on leur demande si c'est encore pour les travaux. En gros. Vous voyez, ils ont juste envie de sortir la tête de l'étau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les TPE, les patrons de TPE, de TPE-PME vont évoluer. Mais ils ont juste vécu un cauchemar, ont vécu les managers aussi dans les grandes entreprises, les grands groupes, mais beaucoup moins. Et puis, dans ces structures petites, je pense aux TPE qui ont des locaux pour 20 personnes, etc., la recherche de réduction des coûts n'est peut-être pas aussi importante. Voilà, c'est que si vous supprimez trois bureaux dans une boîte de 20 personnes, vous n'allez pas faire un gain énorme sur les mètres carrés. Après, je fais une parenthèse, vous avez, et c'est l'exception, des boîtes qui ont carrément, des toutes petites structures qui ont carrément rendu leur bureau, mais qui étaient déjà habitués au travail à distance et qui travaillent désormais uniquement à distance. Mais ça se construit, ça se construit. Mais voilà. Donc les expériences de la crise n'ont pas été les mêmes pour les grandes entreprises et les TPE-PME. Quand vous interrogez quelqu'un en TPE-PME, vous interrogez le patron, qui est souvent le manager de proximité. Quand vous interrogez un grand groupe, vous interrogez soit le DRH, soit le PDG, qui sont quand même des fois, qui ont été très très loin, des fois des problématiques. Alors je fais une parenthèse pour les DRH, c'est pas tout à fait vrai, mais qui ont des fois été plus loin des problématiques que les managers de proximité, qui ont eux un objectif de rentabilité de coût qui est sur un volume plus important, donc évidemment plus grand. C'est une des explications, il y en a très certainement d'autres, mais en tout cas, le vécu de la crise est criant pour ceux qu'on voit dans les sondages interrogés. En tout cas. Une autre question, Alexandre? Alors, je ne sais pas si tu m'entends. Moi, je ne t'entends plus.
Bon, tu vas te reconnecter. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, voilà. J'allais prendre des questions, mais vas-y. Il y a une personne qui demandait si on était tenu d'accepter le flex office. Tu vas sûrement répondre que ça dépendra des accords en entreprise. Et à cela, d'autres suggestions des personnes qui voudraient avoir des questionnaires, voilà, peut-être pour sonder un peu l'entreprise par rapport au flex office avant de le mettre en place. Alors, des questionnaires, j'en ai plutôt qui sont des questionnaires qui tournent autour du télétravail. On a plutôt fait des questionnaires qui tournent autour du télétravail, mais du coup, qui parlent du flex, puisqu'on parle de que faites-vous quand vous êtes dans les locaux de l'entreprise, puisque voilà, comment faites-vous votre activité. Je fais de la pub pour un très bon questionnaire qui avait été fait sur le télétravail par l'équipe CFDT de chez PSA. Voilà, donc j'en parle parce que c'est un questionnaire qui a eu un grand succès, voilà, donc qui est important. Vous pouvez toujours nous envoyer des mails à l'adresse de la CFDT qui est sur notre site internet. Si vous avez des questions de ce type, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous envoyer quelques questionnaires, quelques données. Ta question d'avant, c'était peut-on refuser le flex? Très intéressant comme question parce que on pourrait dire non, si on écoute les directions, non, c'est une organisation du travail, vous devez l'accepter. Il y a deux choses importantes. L'employeur doit vous fournir des conditions satisfaisantes de travail quand vous êtes dans ces locaux. Voilà, c'est une obligation. Je vous rappelle que le plus grand droit que les travailleurs ont, c'est cet article qui dit que l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. On pourrait très très bien imaginer un salarié qui ne trouve pas de place assise, qui travaille dans les escaliers, j'en ai vu, je sais de quoi je parle, j'en ai vu, qui travaille dans les escaliers, sur les terrasses, etc. En gros, a signé son employeur en disant voilà, je n'ai pas les mêmes conditions, c'est une discrimination par rapport à mes autres collègues, et j'ai surtout pas les bonnes conditions qui me permettent de faire un travail de qualité dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Voilà. Donc on pourrait très très bien imaginer ce genre de situation. Autant vous dire que je l'ai pas encore vu. On a un risque. Et ça, je demande toujours la plus grande vigilance aux équipes qui négocient et qui vont suivre le développement du flex dans leur organisation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne se retrouve pas avec ce fameux télétravail faute de mieux. C'est-à-dire qu'on commence à entendre certaines entreprises qui ne le diront pas officiellement, mais en gros, on glisse progressivement vers le télétravail qui devient la norme et le retour sur site, l'exception. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça répond à cette question de dire est-ce que je peux refuser ou pas le flex office. C'est que nous, on a vraiment une peur que les gens prennent de plus en plus de télétravail puisque les conditions d'entreprise sont de moins en moins bonnes. Donc les entreprises vont dire, vous voyez, il y a un grand succès du télétravail, on peut encore réduire les places. Vous voyez, donc cette espèce de troupe de roue infernale du hamster, c'est-à-dire que plus les gens sont insatisfaits du flex, plus on va le mettre en place parce qu'il y aura de moins en moins de monde dans les locaux de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on doit être très, très, très vigilants. Et en tout cas, si vous avez des conditions des salariés, en tout cas, qui émettent une problématique par rapport au flex, qui sont obligés, qu'on force à faire du télétravail, etc. Moi, je vous rappelle, je vous conseille vraiment de vous rapprocher de vos élus, notamment les commissions santé et sécurité dans les boîtes, pour que vraiment il y ait un travail qui soit fait là-dessus. Ça, c'est quelque chose de très regardé aujourd'hui, notamment par les inspecteurs du travail, voilà, parce qu'on sait très bien aujourd'hui les projets qui sont en train d'être mis en place. Donc, refuser, difficile. Par contre, voilà, vous devez avoir la garantie, c'est une garantie, vous devez avoir une place quand vous arrivez dans le locaux de l'entreprise. Vous devez avoir une place, on doit vous fournir une place. La RH doit vous fournir une place de travail. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Mais est-ce que c'est une place qui est encore personnalisable? Non. Alors, dans le flex, ça aussi, c'est très intéressant comme question parce que la façon dont on vous présente les choses est toujours très, très drôle. Parce que Benjamin nous dit, constatez-vous une augmentation de la souffrance à ne pas pouvoir personnaliser Oui. le bureau? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déclassement suite à la perte de l'espace personnel au bureau? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. C'est ce que je disais, ça fait partie de l'identité des gens. La place de travail fait partie. Je disais tout à l'heure dans mon exemple, quand vous en parlez à des collègues, des amis de votre travail, vous vous projetez au travail, vous vous projetez à votre place, à votre bureau, avec la photo des 3 derniers, la photo du chien, du chat, etc. Alors c'est très intéressant, c'est que je réponds à cette personne parce que je vous disais tout à l'heure qu'on a recréé des quartiers et on revoit une personnalisation du flex. Alors c'est très intéressant, c'est que les photos sont des fois plus sur les bureaux, mais les photos sont collées au mur. Voilà, vous avez quelqu'un qui colle la photo de ses enfants au mur ou qui colle. Et puis vous avez toujours, vous savez, c'est le western, et puis on n'est pas en France pour rien, il y a toujours des résistants, donc il y a toujours des gens qui laissent une photo, un mug ou une chose comme ça, voilà. Bon, si vous êtes
vous, salariés, vous arrivez, c'est des fois même plus sympa d'arriver à une place avec des affaires qui ne sont pas les vôtres, mais au moins un espace où il y a de la vie, qu'un grand bureau tout blanc avec un pot à crayon vide. Voilà. Donc, il y a toujours des petites résistances dans le flex où les gens mettent leur mug. Et puis, on voit aussi les vieux réflexes qui se créent. Vous savez ce que j'appelle le réflexe du voyage organisé en car. C'est-à-dire que, vous savez, le voyage organisé en car, vous arrivez le premier jour, vous prenez une place dans le car et vous n'y bougez plus du voyage. Elle n'est pas à vous, cette place, mais vous reprenez toujours la même et personne ne viendrait s'asseoir à votre place. C'est des fois un petit peu pareil. On entend encore, même dans les situations en flex, une RH qui vient, je dis RH parce que j'aurais pu dire comptable, n'importe quoi, mais une RH qui vient dire à une autre, excuse-moi, tu as ma place. Et l'autre change de place sans broncher, alors qu'on est en flex. Et vous voyez, les vieux réflexes restent. Et ça, je trouve ça plutôt sain. Je trouve ça plutôt sain parce que il y a cette idée quand même de dire voilà, je suis encore dans les locaux de l'entreprise, bien que du fait que c'est encore mes locaux, c'est encore chez moi, c'est encore mon bureau, c'est encore ma projection. Donc c'est encore important pour moi d'avoir ce petit espace. Voilà. Et puis vous avez les sauvages, par contre, voilà, ce qu'on appelle le clean desk, un bureau propre, c'est-à-dire tous les soirs, tout doit être rangé impeccable, ce qui favorise aussi les entreprises pour des raisons de nettoyage plus facile, de bureaux plus nets, et puis surtout quelque chose qui a quand même été longtemps une problématique près de la photocopieuse ou de certains bureaux, à savoir les documents confidentiels qui restaient le soir et qui traînaient sur les bureaux. C'est vrai qu'on a eu de nombreux témoignages de direction qui nous ont dit ça c'est quand même beaucoup mieux, on a réussi un peu plus à sécuriser les choses parce que les gens ne laissent plus rien traîner. Voilà. Je ne vous cache pas que je trouve cette dernière remarque un petit peu infantilisante. Jérôme, Christophe a du mal à trouver un quelconque intérêt pour le salarié. Du point de vue du management, quel avantage peux-tu lister à Pierre qui me pose la question? Le management, le manager, il a le même problème que ses équipes. C'est-à-dire que si ses équipes sont éclatées à 4 lieux différents, ça va juste être l'enfer pour lui, pour pouvoir suivre. L'avantage du manager, c'est que dans certaines entreprises, on fonctionne de plus en plus en mode projet. Donc, vous avez des managers, des fois, qui travaillent sur 2-3 projets en même temps. Ils peuvent avoir un intérêt à regrouper les gens à un moment, telle journée dans tel lieu, tel autre dans tel lieu, d'avoir un peu plus de place. Ça demande une organisation et des outils de suivi. Et ça, c'est important, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas pu parler de tout aujourd'hui. Mais il faut en tout cas que les outils proposés par l'entreprise pour gérer les espaces de travail soient efficaces. C'est-à-dire que je sois capable de réserver un bureau ou de réserver une salle de réunion quand j'en ai besoin, être sûr quand j'arrive que j'ai une salle de réunion qui est prête parce que je reçois le client. Ça peut être pareil. Le manager peut trouver une certaine souplesse à pouvoir organiser ces espaces de travail. Par contre, le projet flex, que ce soit vous salarié, vous manager, devient très chronophage parfois. C'est très chronophage. Moi, j'ai vu des gens qui, des fois, mangeaient pas le midi, qui disaient, bah non, je suis obligé de récupérer le temps que j'ai perdu ce matin. J'ai mis 35 minutes à trouver une salle de réunion pour commencer mon meeting. J'ai décalé tout une demi-heure. Du coup, on a fini plus tard. Et puis, bah, j'ai un autre truc qui s'enchaîne, donc j'ai pas le temps de manger. Bon, c'est du vécu, je l'ai vu. Donc, c'est quelque chose de très problématique. Donc, je dirais que si on donne au manager la possibilité de pouvoir jouir de ces espaces de travail et de vraiment organiser son activité avec une certaine souplesse, c'est très bien, sinon c'est l'enfer. Sinon, c'est l'enfer. Et c'est pareil, quand je disais dans mon premier principe de faire une analyse très fine des besoins, il faut inclure les managers. Et il faut de toute façon inclure les managers, là je fais une petite parenthèse que j'avais fait sur le webinaire télétravail, il faut aussi inciter les managers récalcitrants à parler. On l'a trop vu dans le télétravail et c'est pareil pour le flex office, c'est que les salariés ne parlent pas, ont peur d'être réprimandés, les directions d'entreprise leur font comprendre qu'ils sont du côté de la direction, donc ils n'ont rien à dire, etc. Et on se retrouve avec des déploiements très douloureux parce qu'on a des gens qui n'ont pas pu s'exprimer, qui n'étaient pas d'accord, qui auraient pu apporter leur savoir-faire sur la question et qui n'ont pas pu le faire. Donc les managers, il faut les écouter. Il faut les écouter, il faut leur donner la liberté de pouvoir parler et de pouvoir critiquer. La critique, c'est quelque chose aussi qui peut être constructif. Donc il faut les aménager, il faut les amener là-dedans. Merci pour ta réponse, Jérôme. On a encore 7 minutes de webinaire, mais je pense qu'on pourra déborder un peu. Il y a beaucoup de questions. Ouais. Est-ce que le flex office ne serait-il pas discriminant peut-être pour les personnes qui sont dans une situation de handicap et qui ont un poste adapté avec un fauteuil spécial, un bureau? Oui, alors ça c'est une question. Alors ça c'est une question qui revient très souvent. Vous avez deux types. Vous avez des personnes qui ont en effet les personnes qui ont un bureau aménagé avec le clavier, l'écran adapté, etc. Il est évident que ces personnes-là, on ne les met pas en flex. Enfin,
C'est bien de le dire, hein, je pense que. Mais vous avez raison de le souligner. Je ne sais pas qui a posé la question, mais la personne a raison de le souligner parce que c'est vrai que nous, ça nous paraît une évidence, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Mais ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Ce qui, évidemment, a un impact très compliqué parce que si l'équipe autour de lui, cette personne-là, est flexible, il risque de se retrouver isolé aussi. Donc là, on a une vraie problématique sur ces questions-là. Et ça, c'est des questions qu'on ne traite pas encore de façon très efficace dans les accords handicap. Et il va falloir en effet se saisir de cette question-là, puisqu'on parle dans les accords handicap d'aménagement de poste, de matériel, de chaises adaptées, etc. Oui, mais enfin, c'est très bien de nous garantir une place fixe, mais moi, si toute mon équipe bouge autour de moi, comment je fais? Donc là, on a une vraie problématique là-dessus. Et ça demande peut-être à ce que l'équipe de cette personne-là, si c'est une équipe pérenne, je sais pas, quelqu'un de la compta, etc., peut-être qu'on évite le flex office pour cette équipe-là. Mais vous voyez, ça, c'est parce qu'on fait une analyse très fine des besoins en amont qu'on est capable de prendre ce genre de décision, qui est une décision d'organisation. C'est une véritable décision d'organisation. Soit je le fais, soit je le fais pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est discriminant? Il y a plusieurs choses. Là, je vais vous dire du vécu. Hein. Moi, j'ai vu de la discrimination aussi sur les personnes qui étaient en charge soit d'enfants, soit de personnes malades, etc. Parce que qu'est-ce qui se passait? Moi, je l'ai vu dans certaines boîtes. Hein, c'est que les salariés nous disaient, oui, mais moi, le problème, c'est que voilà, je suis papa d'une petite fille que j'emmène le matin à la crèche. Moi, je peux pas arriver au bureau avant 9h15. Et quand j'arrive à 9h15, tout est déjà plein parce que les gens savent très bien que les places sont très demandées. Donc, en gros, ils arrivent à 8h30. C'est parce que c'est ça qui est très fort aussi. C'est que dans le flex office, du coup, les gens, pour être garantis d'avoir une place, arrivent plutôt au bureau, donc se mettent plutôt à travailler. Donc, c'est aussi bénéfique pour l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est pensé. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui a déjà été, qui est donné comme un avantage quand on vend au patron le développement en flex office. Voilà. Donc ça, c'est discriminant. Donc dès que vous avez quelqu'un dont vous vous occupez le matin, un parent malade, un enfant, etc., les gens disent non, on est discriminé parce qu'on ne peut jamais arriver à temps pour avoir une place assise. Donc il y a plein de discriminations cachées sur le flex. Il y a les personnes en situation de handicap, il y a les personnes qui ont des personnes à charge. On pourra en trouver d'autres aussi. Hein. Et puis vous savez, on parlait des jeunes pour qui c'est compliqué. Les jeunes se font plutôt bien au flex parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont connu que ça. Donc, moi, je dirais, je suis plus jeune, hein, mais en 98, je suis arrivé, j'ai connu le flex assez vite. Voilà, j'ai connu l'open space assez vite. J'ai pratiquement jamais connu le bureau fermé. Donc, voilà. Par contre, voilà, quand vous mettez, moi, j'interviens dans certaines boîtes où on met en flex des gens qui sont à 2-3 ans de la retraite, c'est pas qu'ils sont pas moins ou plus flexible, hein, c'est pas un jugement que je suis en train de dire, etc. Mais quand c'est imposé violemment à ces gens-là sans discussion, des gens qui ont connu toujours le mode de travail en bureau, qui ont des fois des problèmes aussi, jeunes ou seniors d'ailleurs, des problèmes d'audition, etc., qui vous disent qu'en open space, c'est très bruyant, ils ont des problèmes d'acouphènes, etc. Voilà, il y a plein de situations qu'il faut vraiment analyser. Hein. C'est vraiment du sur-mesure. Quand on veut faire un projet de flex assez bien, c'est du sur-mesure. Merci Jérôme. Une question que beaucoup de personnes souhaitent devoir répondre. Comment concilier le flex office et présence syndicale, notamment pour aller vers les salariés, pour développer le contact avec le salarié? Peut-être que tu peux nous parler de ton expérience. Mais on a du souci. Mes chers camarades, comme dirait l'autre, on a du souci à se faire. On a aujourd'hui deux types d'entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui étaient déjà beaucoup sur des populations nomades ou plusieurs établissements où les équipes syndicales avaient une certaine habitude du dialogue social numérique, voilà, qui ne remplacera jamais le terrain, mais ils faisaient des visites de sites. Voilà. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir véritablement nous créer des moments de convivialité en tant qu'organisation syndicale, trouver des moyens pour toucher les gens, pour pouvoir avoir leur retour. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Il y a beaucoup de gens qu'on a perdus sous les radars, hein, qu'on n'a plus aujourd'hui avec nous. La baisse des recrutements pour les futures élections va être compliquée. Il y a un vrai travail à faire, en tout cas, de trouver des nouveaux moyens de communication. En tout cas, ce qui est sûr, là, moi, pour l'avoir vécu dans mon entreprise, c'est que plus vous proposez du travail à distance, du numérique aux gens, plus quand vous êtes organisation syndicale et vous proposez des rencontres physiques dans un bureau, une salle, un restaurant, ce que vous voulez, les gens viennent parce qu'ils sont contents d'avoir un rendez-vous en présentiel.
Donc je pense que la grande force demain du syndicalisme, ce sera le moyen de limiter ce travail à distance, mais de garder ce moment de convivialité et de moment d'échange. Parce que nous, on ne peut sortir de revendications que si on a de l'échange avec les salariés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir construire. On est au début de quelque chose. Alors, si vous êtes intéressé par ces questions, je vous invite à aller consulter les travaux de RDS, Réalité du dialogue social, auquel la CFDT Cadre a participé, sur dialogue social et numérique. Parce que c'est toutes ces questions-là que nous travaillons pour l'avenir, parce qu'il y a un besoin aujourd'hui pressant, qui n'est pas d'ailleurs qu'un besoin exprimé par les organisations syndicales. C'est-à-dire que certains directeurs des relations sociales, certains RH, sont aussi inquiets de tout ce développement du dialogue à distance, de tout ce qui va se faire à distance. Donc voilà, les interrogations ne sont pas que de notre côté. Jérôme, on arrive sur la fin de ce webinaire. Je vais peut-être poser deux questions. Oui, vas-y. Oui. De Françoise qui voudrait avoir des exemples d'entreprises qui planifient la présence sur le site. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus. Et Wilfried voudrait que tu reviennes sur le calcul du nombre de places en moins en fonction du nombre de jours de télétravail. Ouais. Et il n'est pas le seul à poser cette question. Voilà. Alors, sur les solutions qui font de la planification d'espace, moi, il y a la mienne, déjà Accenture qui en fait. Je crois qu'il y a aussi, je pense que des boîtes, faut peut-être regarder du côté des banques. Je sais que BNP Paribas ou Société Générale ont peut-être des outils. Je fais très attention parce que je ne connais pas leur mode de fonctionnement. Je ne suis pas allé jusqu'à ce détail-là d'analyse des outils. En tout cas, aujourd'hui, vous avez des outils de planification qui existent, qui sont basés, donc qui vous permettent de réserver sur Internet des salles de réunion. Donc, ça serait tout à fait possible demain de développer ces outils. D'ailleurs, ces outils peuvent le faire, de développer aussi cette possibilité de louer des places de bureaux quand vous arrivez. Alors, attention, ça peut être piégeant. Ça peut être piégeant parce qu'on risque de se retrouver avec la bonne vieille situation où une personne, dans le doute, va peut-être venir mercredi, donc dans le doute réserve une place et puis bloque une place pour une autre et finalement ne vient pas, donc la place reste vacante. Voilà. Donc, il faut mettre derrière, c'est un peu comme les salles de réunion, ce qu'on appelle les no-shows chez nous, chez Accenture, c'est qu'en gros, au bout de X fois où vous n'êtes pas venu, que quelqu'un a constaté que vous n'étiez pas venu, en gros, voilà, vous êtes bloqué pour les résas, ou en tout cas, au bout d'un quart d'heure, si vous n'avez pas bloqué votre réservation, la salle redevient libre et on peut la louer à quelqu'un d'autre. C'est une gestion énorme. C'est une gestion, genre la gestion de parking à côté, c'est presque drôle. Mais c'est un vrai travail. Donc, c'est des outils de planification. Il y en a beaucoup qui existent. En tout cas, si vous êtes intéressé, voilà, il y a sur le marché des tonnes d'offres qui existent. Alors, on a eu affaire à des choses un petit peu difficiles. On a eu des projets où on a renoncé. Enfin, on s'est un petit peu battu pour que certains projets n'aboutissent pas, notamment cette entreprise qui voulait équiper les badges des salariés avec des puces RFID. En gros, on pouvait suivre les déplacements des salariés. Alors, sur le papier, ça permettait de voir les flux. Mais ça allait très très loin parce qu'on pouvait calculer combien de temps vous avez discuté avec un tel, combien de temps. Alors on nous disait toujours ça se désactive à l'entrée des WC, c'est super. Sauf que comme ça se réactive à la sortie, on sait combien de temps vous avez passé dedans. Donc en gros, ça serait quand même grosso à rien. Voilà. Donc il y a des outils qui existent pour le faire en tout cas. Mais voilà, il y a toujours cette crainte de dire si je mets un service de réservation de place, c'est plus vraiment du flex office. Donc voilà, il y a encore une petite, je crois qu'il y a IBP, peut-être IBP, donc la branche informatique de Banque Populaire aussi qui a une réflexion là-dessus peut-être en ce moment. Sur le ratio, ça n'a strictement rien de scientifique. Ce que je vais dire là, voilà, c'est quelque chose que moi j'ai constaté, qu'on voit, qu'on essaie de mettre en place et qui reste à peu près tenable. En gros, si en moyenne, les gens prennent 2 jours de télétravail dans la semaine, dans un service, vous pouvez mettre une place sur 2. Voilà. En gros, ça tient. Si les gens prennent en moyenne 3 jours de télétravail par semaine, vous pouvez faire une place sur 3, une place pour 3, ça tient. Donc, c'est le 1 pour 3. À chaque fois, c'est, voilà, vous mettez au dénominateur, vous mettez en gros le nombre de jours de télétravail, ça vous donne le ratio. Mais encore une fois, c'est pas scientifique. Et ça, en plus, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça masque les pics de surutilisation. C'est-à-dire que ça se trouve dans un service où il y a une place pour 3, vous allez voir tous les salariés qui viennent le lundi. En plus, vous avez des accords télétravail qui exigent dans des services que tout le monde soit présent un jour donné. Là, quand vous obligez à ce que tout le monde soit présent un jour donné, le flex office devient compliqué. Je te pose une dernière question de Lee qui demande si entre le flex office et les jours de télétravail flexible, quel serait le meilleur choix?
question piège peut-être. Non, 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 non. C'est-à-dire que je pense véritablement qu'on va de plus en plus vers des accords de télétravail avec jours flexibles. Il faut savoir jusqu'où on entend la flexibilité. Est-ce que ce sont des accords télétravail où on a un nombre de jours flexibles par semaine, par mois, par semestre ou par an? Parce que c'est évidemment pas la même gestion. C'est-à-dire que selon le volume et la possibilité de faire bouger ces jours, est-ce que par exemple, si j'ai des jours flexibles dans l'année, ça veut dire en gros que si pendant un mois j'en ai pas pris, est-ce que ceux que j'ai pas pris pendant un mois, je peux les cumuler sur le mois d'après? C'est-à-dire qu'en gros, je vais être absent 4 jours par semaine du bureau. Donc c'est de voir véritablement comment est négocié le télétravail dans la boîte. C'est-à-dire que plus vous avez des accords flexibles avec un nombre important de jours de télétravail avec des possibilités de report, là, votre flex peut fonctionner beaucoup mieux. À l'inverse, ça peut aussi fonctionner beaucoup plus mal puisque vous n'avez plus la gestion à la semaine des jours télétravaillés. Donc, vous pouvez très bien avoir une semaine où tout le monde se retrouve et là, vous n'avez plus de place. Donc, il y a du pour et du bon. Moi, j'aurais tendance à dire que si on est sur un accord télétravail et des jours flexibles, prévoir un petit peu plus de place que quand on est des jours de télétravail fixes. Parce que jour de télétravail fixe, vous pouvez quand même à peu près cadrer les choses. Vous savez que vous allez avoir X personnes qui ne seront pas là le mercredi, X personnes le mercredi, X personnes le jeudi. Dans le flex, ça, vous ne savez pas. Donc, peut-être être un peu plus large sur le nombre de places, voilà, donner un peu plus de place aux salariés si vous êtes dans un projet de télétravail en flexible. Et puis, de toute façon, analyser. On signe plus aujourd'hui d'accords télétravail à durée indéterminée. On signe des accords à durée déterminée. Je vous parlais tout à l'heure de l'expérimentation. L'expérimentation sert à ça. Voilà. Est-ce qu'on a été trop généreux, trop gourmand sur le temps? On se rend compte que sur 12 mois, finalement, il y a beaucoup plus de places libres que ce qu'on pensait. Donc, on peut soit maintenir en se disant on a une bonne marge de sécurité, soit encore réduire. À l'inverse, se dire finalement, on a été très peu généreux sur les salles de réunion qui sont le plus demandées. Et c'est ce que je répondais tout à l'heure avec, je crois que c'était Hervé qui posait la question, mais c'est dire, voilà, nous, notre projet de flex, l'avantage, c'est pas forcément d'avoir moins de places assises, etc., mais c'est surtout d'avoir plus de salles de réunion. C'était très intéressant, je fais une petite parenthèse, encore une, j'étais allé visiter un bureau de la fonction publique, alors je dirais pas quel service, mais c'est très intéressant, j'avais été invité par l'équipe CFDT qui me disait, tu vois, nous, notre problématique, elle est complètement inverse. Et il m'avait montré, en fait, quand vous arriviez chez eux, il y avait un grand couloir à perte de vue avec que des portes fermées. En fait, nous, tu vois, notre problème, c'est qu'on nous a tous donné un bureau individuel, alors qu'on est toujours à faire des contrôles. J'ai déjà largué un petit peu le mot. On est toujours en train de faire des contrôles dans les entreprises, etc. Et nous, quand on vient au bureau, c'est pour se réunir. Et on n'a aucune salle de réunion, donc on est obligé de prendre le bureau de Jean-Patrick, qui est le plus grand, et on se réunit à 8 dans son bureau. Et au bout d'une heure, on en a marre. Donc, vous voyez, c'est toujours cette problématique-là. C'est comment j'analyse les besoins. Voilà, faut mieux prévoir un peu plus et réduire. Parce qu'évidemment, quand on réduit trop, et c'est ce qui est très inquiétant dans les projets de flex actuellement, c'est qu'on sait très bien que quand on réduit trop, c'est beaucoup plus compliqué d'aller repousser les murs derrière pour créer des places supplémentaires. Donc, généralement, ça se fait quoi? Je pense que les boîtes aujourd'hui qui vont aller trop loin dans le flex office, qu'est-ce qu'elles vont faire dans un an ou 2 ans? Elles vont augmenter le nombre de jours de télétravail dans la boîte parce qu'elles sont allées trop loin dans le flex, elles n'ont plus assez de place, donc elles vont favoriser beaucoup plus le télétravail. On va se retrouver dans du télétravail contraint, on va se retrouver avec des pertes de collectifs, etc. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on ne veut pas être inquiétant, on veut être prudent, mais en tout cas, on dit vigilance. Voilà. S'il y a un mot à retenir sur ces projets-là, en tout cas, c'est vigilance sur ces projets de flex office. Merci Jérôme. J'en profite pour afficher la plaquette Flex Office qui a été éditée il y a un peu plus d'1 an et demi, donc avant le début du confinement. Il y a certainement des choses que toi tu reverrais peut-être dans cette plaquette. Les principes, je les ai pris dans la plaquette. Les principes restent à peu près les mêmes. Voilà, c'est peut-être plus cette articulation demain que nous allons faire avec le télétravail hybride, donc le mode hybride. Voilà, peut-être un peu plus demain ces analyses-là. On va prendre aussi beaucoup de retours des entreprises qui nous sont remontés par les équipes CFDT. Donc on va peaufiner et affiner nos réflexions, et puis on reste à la disposition des gens. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur ces questions-là. Ne restez pas seul devant un projet de flex. Voilà, donc je vais te donner la parole pour la conclusion en affichant le guide télétravail qui a été mis à jour cette année. Donc je te laisse à la conclusion. Peut-être que tu peux nous donner tes projections sur ce qui va devenir dans les mois, dans les années à venir, sans aller trop loin non plus. Merci Jérôme.
Non, ben, je vais pas aller trop loin. Je pense on va subir, on va connaître plusieurs phases dans les mois qui viennent. C'est-à-dire on va avoir un retour très important, je pense, dans les locaux de l'entreprise au début. Alors, je lisais un peu dans les commentaires, mais vous entendez comme moi beaucoup de gens qui ne veulent plus revenir au bureau. On entend ça dans la presse, etc. Non. Non, il n'y a pas tant de gens que ça qui ne veulent pas revenir dans les bureaux. On a plutôt l'inverse aujourd'hui. Ce qu'on va observer, je pense, ce sont des paliers. C'est-à-dire qu'on va avoir très certainement, quand les entreprises vont réouvrir, un petit pic de gens qui vont revenir sur site. Les gens, d'un autre côté, nous disent clairement, on ne reviendra pas sur site à 100%. Les études montrent en tout cas qu'il y a un bon équilibre à 2, voire 3 jours de télétravail et 2, 3 jours de présence sur site. Ça, c'est le bon équilibre qu'on voit à peu près partout. Nous, c'est l'équilibre que l'on dit en tout cas depuis des années dans notre guide télétravail, notre conseil. On va avoir un petit pic donc, de présence, puis après on va avoir une espèce de stabilité sur le télétravail, qui fait que là, véritablement, on va pouvoir se rendre compte un peu des projets de flex office. Sur le travail à distance, on en a un petit peu parlé, voilà, j'étais sur France Inter ce matin sur la question, mais être vigilant aussi au poste que l'on rend télétravaillable, aux tâches que l'on rend télétravaillables, aux gens qui demandent de plus en plus de télétravail. Voilà, on fait là aussi, pas la peur, hein, on n'agite pas, on n'est pas là de toute façon à cette DT4 pour agiter des gros lots et des trucs qui font peur. Garder une petite vigilance quand même sur ces postes qui peuvent être faits à 100 km de l'entreprise et du coup qui peuvent aussi être faits à 1500 km de l'entreprise. Donc, petite vigilance sur la délocalisation de certains postes, ça pourrait donner certaines idées à des patrons. Voilà, donc ça pourrait être aussi une alternative à un flex trop abrupt. Voilà, la délocalisation reste quelque chose de possible sur ce travail. Je pense qu'on est dans une espèce d'euphorie. Je pense que certains cabinets aujourd'hui agitent des chiffres un peu fous sur les gains engendrés par le flex office sur le nombre de mètres carrés. Je pense qu'on va aller peut-être dans une vague où on va aller vers un peu plus de flex et peut-être que les boîtes reviendront peut-être un petit peu en arrière à un moment. En tout cas, reverront les projets de façon plus raisonnée. En tout cas, c'est notre souhait. C'est ce pourquoi on travaille. Voilà. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Je remercie Alexandre pour son aide et son appui. Nous restons à votre disposition. Certains n'ont pas pu suivre, voilà, s'étaient inscrits au webinaire, mais n'ont pas pu le suivre en direct. Le webinaire reste disponible donc sur la chaîne Webikeo. Il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous invite aussi à aller regarder nos anciens webinaires sur la prévoyance, la santé au travail, le télétravail. On se retrouvera à la rentrée donc pour de prochains webinaires, notamment un début septembre. Donc on va commencer un petit cycle sur les maladies invalidantes et monde du travail. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.